J'ai passé un week-end au volant du MG ZS 2022. Il est temps pour moi de vous faire un petit peu le récap de ce week-end. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais il y a tellement de choses à dire sur cette voiture que je veux vraiment louper aucun point et je veux vraiment vous donner toutes les infos si vous comptez acheter ce modèle, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc j'ai eu le temps de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pendant plusieurs jours en plus, donc ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment appris à connaître la voiture parce qu'à la base je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais essayé, en tout cas je l'avais essayé en phase 1. Et là dans cette phase 2, donc j'ai donc vécu avec la voiture au quotidien, donc j'espère vraiment vous apporter le maximum d'informations donc sur ce ZS. Et d'ailleurs ce ZS, il m'est gentiment prêté par MG à Saint-Omer, c'est le groupe L'Empereur. Donc un grand merci à eux pour le prêt de la voiture. Ça m'a permis donc de réaliser 3 vidéos. Je mettrai tout en description pour y jeter un œil. Donc vraiment un grand merci à eux. Bon allez, nous on commence parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais commencer un petit peu par ce que j'ai aimé, par le positif. C'est quoi le premier point positif, je dirais, avec la voiture ? C'est que c'est une voiture sérieuse. Alors malgré l'image de marque de MG qui est encore très peu connue ici en Europe, et en plus le fait que ce soit une marque chinoise, parce que oui, MG c'est une marque chinoise, malgré ça, c'est une voiture qui est hyper sérieuse. Déjà esthétiquement, à l'extérieur, c'est bien fait, c'est bien construit, ça fait pas plastique, ça fait pas jouer, c'est du sérieux. On est clairement sur des standards européens. Bon, il y a certaines petites choses quand même, on reviendra tout à l'heure, où on tique un petit peu, que ce soit extérieur ou intérieur, les finitions, tout est nickel, les matériaux, tout est quali. D'aspect visuel, c'est vraiment parfait. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une voiture sérieuse. Et pour en revenir dessus, d'ailleurs, sur les marques chinoises, on voit qu'ils sont clairement en train de retourner un petit peu le marché quand même. Il y aura la MG4 là, qui va débarquer dans pas très longtemps, on la testera bien entendu. Et là, ça risque de faire très très mal aux constructeurs européens qui doivent, à mon avis, avoir quelques gouttes de sueur sur le front, parce que quand on voit la qualité qu'on a dans ce ZS, et même dans d'autres marques chinoises, je parle de MG, mais il n'y a pas que. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que les gens sont vraiment curieux avec la voiture, ils posent des questions, parce que ils ne la connaissent pas. Et franchement, elle intrigue cette voiture. Les gens regardent et se disent « tiens, c'est quel modèle ?» etc. Moi, je me suis rechargé et beaucoup de gens me posent des questions systématiquement. Et ça m'était quasiment jamais arrivé. Parce que la voiture intrigue. Très clairement, on n'en voit pas beaucoup. Bon alors pour continuer dans le positif, dans le ZS, moi ce que j'ai beaucoup aimé, en plus de l'intérieur et de la qualité finition, etc., c'est l'infodivertissement. Par rapport à la phase 1, ça n'a rien à voir. Moi j'avais été un petit peu traumatisé par la phase 1 où l'écran c'était vraiment une catastrophe. Là dans la phase 2, vraiment je suis bluffé. J'avais testé aussi dans la MG5 l'infodivertissement qui avait fait aussi un gros bond en termes de qualité. Là, dans le ZS, c'est pareil. J'en attendais vraiment pas autant. C'est globalement très très bien fait, surtout l'intégration de l'écran dans la voiture, j'adore. En plus, l'interface est vraiment cool. Pour le coup, ça réagit pas mal. La dalle est belle, la réactivité est belle, même si parfois on a certaines lenteurs, pas du tactile, mais du logiciel à mon avis. Logiciel, oui. Alors ce qu'il y a derrière, le processeur peut-être qui est un petit peu lent. On a tout ce qui est autonomie, on peut paramétrer la gestion, le niveau de charge qu'on souhaite pour le quotidien, comme dans une Tesla par exemple. On a une navigation, tout ce qui est météo, la gestion de l'air climatisé forcément, les caméras, etc. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On a bien entendu, et heureusement d'ailleurs, Android Auto, Apple CarPlay, filaire. Moi j'aime bien le filaire, au moins ça bug pas, je préfère largement et ça vide pas la batterie. D'ailleurs j'adore l'intégration du CarPlay, il est très grand et en plus ça on n'en parle pas tout le temps dans les essais, mais le système son embarqué de la voiture. Alors c'est vrai que je vous ai pas parlé de la finition, là je suis dans la version Luxury, on a deux versions, confort et Luxury. Là je suis dans la haut de gamme. Alors le système son dans la Luxury il est très très bon, très clairement. On a de très bonnes basses, le reste c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. On voit que c'est pas du Bose ni du Harman Kardon, etc. Le son est très bon, mais il y a une prédominance des basses, ce qui fait que ça camoufle un petit peu peut-être les enceintes, le reste des enceintes. J'y connais pas trop grand chose en son, j'ai pas les termes techniques, mais voilà, vous m'avez compris. Au niveau de la conduite maintenant, parce qu'il faut parler du positif de la conduite quand même, c'est important. Qu'est-ce que ça donne ? Là aussi, c'est vraiment pas mal. C'est confortable, sans être ni trop ferme, ni trop mou. Bon, bien sûr, la sonorisation n'est pas excellente. Sur autoroute, il y a un petit peu de bruit d'air. Là, les bruits de roulement, on les entend un petit peu. Ça fait un petit peu caisse de résonance. À mon avis, ils ont quand même fait un petit peu d'économie là-dessus sur la sonorisation. Mais de manière générale, c'est top.
En plus, elle se manie super bien, elle est assez maniable. J'avais entendu dire que le rayon de braquage n'était pas fou, et moi je le trouve plutôt cool. Vous voyez, on fait un demi-tour assez facilement, on se gare très facilement avec la voiture en plus. Alors moi j'ai quand même un point négatif là-dessus au niveau de la conduite sur route, c'est que au niveau du coude, c'est pas excellent, c'est dommage. Alors les gabarits plus larges seront peut-être mieux installés que moi. Ici, j'ai beaucoup d'espace à ma gauche, j'ai beaucoup de vide à combler. Donc la voiture on a de l'espace, ça c'est cool. Par contre à droite, la coudoir est très reculée en arrière, ça veut dire que je dois mettre le coude comme ça. Du coup moi j'ai tendance à poser mon coude ici sur cette partie-là, qui est clairement pas confortable du tout. C'est étroit et dur, et en plus ça grasse un petit peu. Donc clairement, j'aurais aimé vraiment une autre disposition, ou alors une partie plus rembourrée ici, ça serait vraiment cool comme point d'amélioration dans le ZS. Et c'est la position la plus naturelle que j'ai trouvée, parce que mettre son coude comme ça en arrière, on n'atteint pas le volant. Ça c'est un petit peu dommage quand même. Alors moi ce que j'ai aimé aussi, c'est la puissance du ZS. Ça c'est vraiment trop bien, il est vraiment hyper dynamique, il est assez réactif, il a du peps le moteur, ça c'est cool. Donc on a deux versions de moteur, on a une version 115 kW et une version 130 kW, à savoir qu'il y a aussi deux tailles de batterie. On a donc une batterie de 51 kWh et une batterie de 70 kWh que j'ai ici à laisser ce week-end. On peut choisir sa taille de batterie indépendamment de la finition qu'on prend, ça c'est cool pour le coup. Et à savoir que la version petite batterie aura un moteur donc plus puissant que la version plus grande batterie. Et ça c'est dû aux chimies de batterie qui sont différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas être trop technique, mais voilà. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on a une multitude de modes et de réglages au niveau de la conduite. Donc là on a donc trois modes, normal, éco et sport, relativement classique à ce niveau-là. En sport, on a vraiment une bonne patate. Donc voilà, les modes permettent vraiment d'avoir une multitude, de jouer un petit peu, de s'amuser un petit peu avec la voiture. Donc ça c'est cool. On a aussi plusieurs modes de régénération d'énergie. Ça c'est bien, c'est un avantage. Ça se trouve ici sur la console centrale. Donc ça s'appelle le mode KERS. On a donc le KERS 1, KERS 2 et KERS 3, ce qui correspond à des niveaux en fait de régénération. En mode 1, on n'est pas totalement en roue libre, ça régénère un petit peu quand même. Et en mode 3, on a un frein qui est assez marqué, je vais vous montrer. Vous le voyez, là je suis à 40 km/h, je lâche. Voilà, ça freine relativement fort, c'est pas non plus hyper marqué. Et le mode ne va pas jusqu'à l'arrêt. Alors, en autre point positif, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? C'est l'autonomie. J'ai été bluffé, franchement. Alors on pourrait se dire, voilà, marque chinoise, etc. L'autonomie, elle est pas top. Pas du tout, très clairement pas du tout. Alors aujourd'hui j'avais la chance donc d'avoir la version 70 kWh de capacité. Même sur la 51 kWh c'est clairement parfait pour le quotidien, très clairement. Donc là sur la batterie de 70 kWh de capacité, j'ai eu une consommation, donc vous voyez sur 540 km de 17,8 kWh au 100. Voilà, donc ce qui permet de faire globalement en mixte toute l'année. C'est important à préciser parce que l'été et l'hiver, on n'a pas la même autonomie. Une voiture électrique consomme plus l'hiver. Les batteries, elles n'aiment pas trop le froid. Ce qui permet, avec cette conso-là, en mixte toute l'année, de faire 300 km globalement. Alors sur autoroute, à 130, avec la clim, moi j'ai consommé environ 20, 21, 22 kWh au 100. Ce qui permet de faire 250 km large. Donc comme beaucoup d'électriques, et surtout à ce prix-là, c'est ça qui me bluffe, c'est qu'on a une autonomie excellente pour un prix vraiment correct. Ça reste cher, mais c'est correct par rapport au reste de la concurrence, bien entendu. Alors la 51 kWh peut-être, elle correspondra à plus d'usages certainement. La voiture sera plus légère, un peu plus puissante, moins chère aussi. Donc voilà, à vous de voir en fonction de vos usages, mais renseignez-vous bien quand même sur la 51 kWh. Si vous êtes un très gros rouleur, 70 kWh effectivement, ça vous donnera une plus grande marge d'autonomie. Bon allez, pour continuer, sur le dernier point positif, bien entendu, ça sera le prix. Le prix est hyper intéressant, 32 990 € pour la finition confort avec la batterie de 51 kWh. C'est très correct. Et ça, c'est le prix hors bonus. Vous pouvez enlever 6 000 € de bonus. Ce qui fait clairement une voiture à environ 26 000 € pour le niveau d'équipement, franchement. Parce que dans la version confort, on n'a juste pas le toit panoramique, on n'a pas la sellerie cuir. Voilà, c'est des détails, mais clairement ça reste une voiture identique. On a le même infodivertissement, le même intérieur globalement, enfin voilà. Et sur la Luxury, on a 36 990 €. Donc clairement, avec la quantité d'équipement qu'on a, c'est vraiment là aussi pas mal du tout. Bon allez, on parle un petit peu quand même des points négatifs, de ce que j'ai moins aimé, de ce qui m'a fait un petit peu tiquer dans le ZS. C'est important là aussi. Alors là, je vais parler des points négatifs de l'intérieur. Et oui, on voit que il y a certains points de finition qui ne sont pas encore excellents. Je parle surtout de certains grincements que j'ai rencontrés.
Il y a certains bruits de mobilier aussi qu'on rencontre dans la voiture, pas tout le temps. Surtout la console centrale qui grince vraiment pas mal, je trouve. Les pièces font du bruit entre elles, c'est un petit peu dommage. Donc on voit qu'à ce niveau-là, ça fait pas hyper quali. C'est là que MG a fait quelques petites concessions à mon avis au niveau des petites finitions comme ça. Sur l'infodivertissement, le point négatif, c'est qu'on n'a pas de planificateur d'autonomie. Alors attention, je vais voir certains commentaires qui vont me dire « Oui, si, on en a un ». Non, c'est pas clairement un planificateur d'autonomie. Il nous indique les bornes à proximité, mais on a un peu de tout et de rien. On a des bornes 22 kg, on a des bornes rapides, on a des bornes, voilà, on a toutes les bornes autour de nous. Donc si vraiment on est en galère, on a ça. Si vous n'avez pas ChargeMap, moi je vous conseille d'avoir ChargeMap quand même, c'est plus ample en termes d'information. On a un petit peu un graphique qui nous dit ok, on peut aller jusque là en termes d'autonomie, mais voilà, ça reste assez limité. Par exemple, si je veux indiquer à la voiture que je veux aller maintenant à Lyon par exemple, elle va pas me dire tu t'arrêtes là, pendant combien de temps, etc. Là, voilà, va falloir un petit peu prévoir vous-même vos longs trajets en prévoyant environ 250 km par arrêt entre les recharges. Bon, il existe quand même une application qui s'appelle MG iSmart. Et cette application, elle regroupe pas mal de fonctionnalités, dont un planificateur d'itinéraire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, donc c'est à tester en réalité. Mais c'est quand même bien dommage que c'est pas disponible de façon native dans la voiture. Il faut quand même passer par le téléphone et c'est quand même une étape supplémentaire, je trouve, dont on pourrait largement s'en passer. S'il y a des utilisateurs MG qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Alors on a aussi les petites touches ici pour régler tout ce qui est climatisation, aller dans le menu, le volume. Et je les trouve vraiment pas très pratiques et un petit peu lentes en plus, donc à l'usage, c'est pas excellent. J'aurais peut-être aimé des contrôles avec une molette pour le volume ou alors tout sur le volant. Mais clairement, là, les contrôles ici en touche piano, je suis pas très fan, c'est dommage. Pareil aussi au niveau de l'ergonomie du régulateur de vitesse adaptatif. Pareil, je suis pas très fan, c'est derrière le volant. Après, c'est une question de goût, mais beaucoup de constructeurs font ça, Peugeot, etc. Pas très fan, on n'a pas trop de visibilité, on trifouille un petit peu comme ça. Bon, une fois qu'on a compris, ça se fait relativement bien. Mais des contrôles au volant, c'est peut-être plus intuitif. J'ai aussi rencontré un petit bug avec le régulateur de vitesse adaptatif qui refusait de s'activer parfois. J'étais obligé d'éteindre et de rallumer la voiture. Allez, pour continuer, j'en rajoute un petit peu les caméras de recul. La qualité est clairement pas dingue, ils ont fait aussi un petit peu d'économie là-dedans, c'est dommage. Ça fait vraiment cheap à un niveau de la caméra de recul. Et l'info divertissement au niveau du conducteur derrière le volant. Il y a beaucoup d'informations, des informations pas forcément utiles, comme le nombre de rotations du moteur électrique, comme une sorte de compte-tour dans un véhicule thermique. Clairement, c'est pas forcément hyper indispensable, ça rajoute des informations inutiles et ça surcharge l'écran. Alors sur la route, qu'est-ce que j'ai moins aimé là aussi? C'est les aides à la conduite que je trouve un petit peu trop intrusives. Alors on a une sorte de maintien dans la voie, enfin c'est pas vraiment un maintien dans la voie, c'est une alerte de sortie de voie surtout. Ça marche, mais déjà pas dans de fortes courbes, la voiture ne comprend plus rien assez rapidement. Sur autoroute, ça marche globalement bien. Mais voilà, la voiture nous le fait comprendre de manière assez violente, c'est-à-dire qu'elle met un gros coup de volant dès qu'on mord un petit peu la bande. C'est pas très doux, c'est assez fort, ça peut un petit peu brusquer. Et on a aussi, alors ça m'est arrivé hier, je vous mets un petit peu l'exemple parce que je vous mets un petit peu la vidéo. J'ai mon avertisseur anti-collision qui s'est activé, donc la voiture a pilé derrière une voiture alors que j'étais quand même assez loin d'elle parce que la voiture tournait à droite. Donc ma voiture a cru que j'allais rentrer dedans en fait. La voiture a pilé d'un coup et je peux vous dire que c'est hyper surprenant, ça fait vraiment peur. Et pareil, si vous croisez des voitures sur le bas-côté, la voiture vous met rapidement un message en mode voilà, attention, ne rentre pas dedans. Donc voilà, c'est un petit peu trop violent je trouve. Donc chose à savoir, sur le ZS, on peut régler la sensibilité des aides à la conduite sur 3 niveaux. Moi, tout au long de mon essai, j'étais en mode normal et vous avez vu que même en mode normal, les aides sont beaucoup trop sensibles. Donc je vous conseille de régler les aides à la conduite en mode vraiment très peu sensible. À voir en réalité si ça change vraiment beaucoup de choses. Alors un autre point que j'ai un petit peu moins aimé, c'est pas vraiment négatif, c'est pas forcément mauvais, mais j'ai un petit peu moins aimé quand même au niveau de la recharge. Là c'est un petit peu limite. Alors sur la petite batterie, en courant alternatif, on a un chargeur embarqué de 6,6 kW de puissance. Ils ont fait des petites économies là-dessus, c'est dommage, ça chargera vraiment hyper lentement. Par contre, sur la grosse batterie, donc de 70 kWh, le chargeur, lui, il est de 11 kW. Donc c'est totalement dans la moyenne, c'est totalement dans ce que font les autres constructeurs là aussi. Donc là, il faudra compter 4-5 heures environ sur une wallbox pour recharger la voiture. Par contre, en courant
continue. On a une puissance maxi de 92 kW. C'est un petit peu léger. Alors j'ai testé les vitesses de recharge réelles de la voiture sur un chargeur Ionity. J'ai testé ça en réalité parce que MG nous promet de passer de 30 à 80% en 30 minutes et de 20 à 80% en 40-45 minutes il me semble. C'est limite un peu, hein. C'est quand même assez limite. C'est assez long par rapport à ce que font certains concurrents. Mais voilà, il faudra compter globalement une trentaine de minutes pour passer de 30 à 80% et 40 minutes pour faire un plein par exemple de 10 à 80%, voire un petit peu plus l'hiver. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu long parfois. Par contre, gros avantage quand même, ce qu'on a sur la voiture, c'est qu'on a le V2L. Et bien le V2L, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Et bien ça permet d'utiliser le ZS comme générateur d'électricité. Vous pouvez, avec un petit adaptateur que vous pouvez acheter en option, il me semble, brancher des appareils sur la voiture. Donc l'adaptateur dispose d'une multiprise, donc on a 3 prises domestiques, et vous pouvez recharger votre vélo électrique, brancher votre barbecue, voilà, en plein milieu d'un champ, grâce à la prise V2L. Alors qu'est-ce que je pourrais rajouter du coup dans cette vidéo? Alors s'il y a des propriétaires de ZS, je serais vraiment ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Peut-être que vous aurez des choses à rajouter, peut-être que sur certains points vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là vous avez toutes les informations, voilà. Si vous comptez acheter à la voiture, vous achetez en connaissance de cause et c'est pour ça que je fais ces vidéos là aussi. Pour voilà, ne pas avoir de surprise avec la voiture lorsque vous l'aurez, lorsque vous l'achèterez. En termes de délai, on est environ 10 mois environ de ce que j'ai entendu. C'est élevé, mais c'est comme ça partout malheureusement en ce moment chez tous les constructeurs. En tout cas, je remercie encore une fois MG à Saint-Omer, le groupe L'Empereur. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!